Bonjour. J'ai décidé de commencer cette nouvelle série de vidéos par la question de la honte. La question de la honte, la question de l'obscène, la question du monstre, et l'articulation de tout ça avec la question de la douance. Ça va me permettre de travailler sur quelque chose qu'on n'a pas énormément abordé dans notre bouquin et dont on s'est aperçu que c'était justement une carence et qu'en fait il y avait quelque chose d'absolument central qui se passait là-dedans. Parce que depuis qu'on a écrit notre bouquin, évidemment on a continué à élaborer dans tous les sens et les hypothèses ont continué à s'affiner, les hypothèses qu'on avait déployées pour comprendre la question de la douance, elles se sont beaucoup affinées. Et il y a un élément donc qui est devenu central, notamment dans ma réflexion depuis quelques années, c'est la question du corps et de la place du corps dans tout ça. Et donc c'est ça que je vais articuler, et ça va me permettre d'ailleurs de commencer par poser ces nouveaux jalons, qui sont un peu nouveaux pour les lecteurs du livre, que j'ai déjà évoqués de ci de là dans des interviews, mais que j'ai seulement évoqués. Et ça va me permettre de préciser à partir de quoi je pense désormais le décalage. Puisque, alors je rappelle, dans le bouquin, on avait défini l'écart entre la douance et la modalité typique, non pas du tout comme un écart entre deux catégories de personnes, mais entre deux manières de construire le sens, de travailler la question du sens de son existence, dont je rappelle que c'est une question vitale, parce que c'est la seule qui nous permet de répondre aux angoisses existentielles produites chez l'être humain par les capacités cognitives, aussi bien les capacités d'imagination que les capacités de conceptualisation, qui nous font avoir conscience de la mort, de notre solitude, enfin bon, bref. Et donc, nous avons besoin de bâtir du sens, et on avait opposé, donc ce qu'on a beaucoup mis en avant dans le bouquin, c'est la notion de récit. On est reparti de l'anthropologie, de l'évidence que ce que les groupes sociaux propose aux individus, c'est une mise en récit du monde, donc on a appelé des récits collectifs, dont les mythes sont un exemple, mais qui finalement cette production de récits collectifs a lieu dans absolument tous les espaces sociaux, tous les groupes sociaux, toutes les institutions. Chaque famille produit un récit familial qui permet aux individus de s'identifier à la famille. Bon. Avec l'idée que l'invitation qui était faite aux individus, c'était à adhérer inconditionnellement à ces récits pour y contempler le miroir de leur existence et y puiser du sens. Bon, mais évidemment inconditionnellement, c'est-à-dire sans les réinterroger, sans en interroger l'arbitraire, la fragilité, etc. Et il y a une autre modalité qui est une construction du sens beaucoup plus autonome, fondée beaucoup plus sur la réflexion et l'éprouvé de la personne qui est en train de bâtir sa réponse, le sens, et qu'on avait là aussi thématisé sous la notion de récit, en opposant au récit collectif un récit singulier et un récit subjectif quand vraiment il était fabriqué de manière plus ou moins autonome. Alors, plus ou moins autonome, hein, on n'était pas dupe dès l'écriture du bouquin du fait que, évidemment, ex nihilo, on ne peut rien créer, et que d'ailleurs on n'opposait pas donc deux catégories de la population, mais deux modalités de mise en récit de l'existence qui coexistent en chacun, mais qui, comme elles sont antagoniques, fonctionnent un peu comme des attracteurs, avec l'idée qu'il y a des gens qui vraiment se construisent beaucoup plus par adhésion au récit collectif, et d'autres qui, assez massivement, par une incapacité à adhérer au récit collectif, se construisent dès l'enfance à partir d'un récit subjectif. Bon. Et puis, au fil du temps, cette notion de récit a un peu éclaté en notion plutôt de trame narrative, avec l'idée que aussi bien du côté des récits collectifs que du côté du récit, de la mise en récit singulière que l'individu se fait de sa propre existence, il est moins question d'un récit que d'une trame narrative qui contient des bouts de récits lacunaires, contradictoires, bon, et que en revanche, et ça c'est de plus en plus attesté par la neurobiologie, il y a bien une activité narrative constamment à l'œuvre chez tout être humain. On n'est pas simplement dans la perception, on n'est pas simplement en train de manger une pomme ou de rencontrer quelqu'un.
on est toujours aussi en train de se raconter, au moins inconsciemment, plein de choses autour de ce qu'on est en train de faire. De l'insérer. Donc, alors, je dirais aujourd'hui, non plus dans un récit, mais dans une trame narrative. Bon, la notion de trame narrative me permettant enfin, me semble plus souple. Bon. Mais le fil de nos réflexions nous a amené à nous poser la question de qu'est-ce qui fait tenir un récit pour l'individu? Qu'est-ce qui fait qu'il y croit? Qu'est-ce qui fait que tel bout de cette trame narrative va pouvoir s'inscrire assez profondément dans sa vision de lui-même et du monde? Ce qui est au fond d'ailleurs finalement la question fondamentale qu'on heurte dans tout travail psy, puisque la relation que nous avons au monde, à tous nos actes, la relation que nous avons au travail, la relation que nous avons aux gens que nous aimons, elle est médiée évidemment par le récit que nous nous en faisons. Et ce sont ces récits-là qui nous conduisent parfois à de très grandes souffrances, qui nous conduisent dans le mur, qui à l'échelle collective peuvent nous conduire à des carnages. Et il est toujours question finalement de la modification de ces récits ou de cette trame narrative de façon à ce que ça ouvre des horizons, de façon à ce que les conséquences soient moins néfastes. Mais attention au fait qu'il ne s'agit pas de storytelling, justement. C'est là les limites de la méthode Coué. Il y a la trame narrative dont on parle, c'est une trame narrative assez largement inconsciente, inscrite très en profondeur dans l'individu, et qui ne se décide pas simplement parce que j'essaie de me convaincre que... voilà, c'est-à-dire que j'ai beau essayer de me convaincre que la vie est belle, que j'ai pas à me plaindre, que je sais pas moi que j'ai telle ou telle qualité objective, si fondamentalement je n'y crois pas, ça ne marchera pas. Et c'est les limites justement de tout storytelling ou de toute approche, les limites aussi des conseils que les autres peuvent nous donner, c'est-à-dire que dans les moments où on est un peu dans la détresse et où on a un bon copain, une bonne copine à qui on raconte notre situation. En général, si la personne d'en face est un peu fine, elle a assez facilement un récit tout prêt qui nous permettrait de voir les choses différemment et au sein duquel, du coup, tous les problèmes s'évanouiraient. Il nous suffirait finalement de par exemple accorder moins d'importance à tel truc auquel on accorde une importance démesurée, soi-disant. Enfin, dans un autre récit, ça n'aurait pas tant d'importance que ça, et puis finalement, voilà, les problèmes disparaîtraient. Sauf que, même quand rationnellement, on est d'accord avec ça, ça marche pas. Parce que l'importance qu'on accorde à tel ou tel objet, elle est toujours démesurée. Bienvenue dans l'espèce humaine. Bien sûr que la personne dont on est amoureux, elle n'a pas des qualités infinies et qu'après tout, il y a d'autres gens qui ont des qualités. Oui, mais on est amoureux. Et bien sûr que finalement, telle chose que l'on convoite, telle chose qu'on voudrait absolument avoir, je sais pas, tel poste, telle reconnaissance, objectivement, de toute façon, un jour on va crever. Enfin, objectivement, ça n'a aucune valeur. Mais précisément, le objectivement lui-même n'a aucun sens. Puisque nous sommes des êtres subjectifs, nous sommes des êtres de récit. Donc, bien sûr que dans une échelle de valeur qui serait totalement neutre, pour un ordinateur, ça n'aurait pas de valeur. Oui, mais précisément, pour un ordinateur. Et quand on constate que pour nous, individus singuliers, ça a de la valeur, c'est très difficile de modifier ça. Enfin, en tout cas, il y a là quelque chose qui dépasse très largement la conscience qu'on en a. Il suffit pas de considérer... un exemple entre mille qui m'est arrivé de prendre. J'ai beau savoir que le fait qu'une jupe soit considérée comme du féminin, comme un vêtement féminin, c'est tout à fait arbitraire, c'est une affaire culturelle, que si j'avais été écossais ou que si j'avais vécu à Rome à l'époque où tous les mecs se baladaient en sandales et jupettes, j'aurais absolument pas considéré qu'en étant habillé en jupe, j'allais chercher quelque chose du côté du féminin. J'ai beau le savoir, je le sais, consciemment. Je pense que si je fais l'expérience de me mettre en jupe, et pas simplement dans le regard des autres, même si je me fais l'expérience de me mettre en jupe tout seul chez moi, je vais avoir du mal à ne pas considérer que je suis en train de m'habiller en femme. Consciemment, je pourrais dire que non, mais je suis pas sûr que je me sentirai à l'aise, et en tout cas ma gestuelle s'en ressentira. Donc, au fond, on pourrait même dire que d'une certaine façon, la réalité pour nous, la réalité dans laquelle nous vivons, nous êtres humains,
c'est ce qui, de cette trame narrative inconsciente, échappe au désaveu de la conscience. C'est-à-dire la rationalité a beau nous dire mais non, c'est bidon, n'empêche on y croit. Et quand on analyse notre rapport au monde, on voit bien que des objets comme ça, auxquels on croit, on y croit, quoi qu'il arrive. C'est par exemple, pour quelqu'un qui, comme moi, est athée et matérialiste, je ne crois pas aux esprits, j'ai peut-être tort, mais je ne crois pas aux esprits, je ne crois pas à la vie éternelle, je ne crois pas à la mort, pardon, si, je crois à la mort, beau lapsus, je ne crois pas à la vie après la mort, bref, bon. Et peut-être que j'ai tort, et peut-être que le jour où je mourrai, je découvrirai dans un grand éclat de rire que je me suis fourvoyé jusque-là. J'en exclus absolument pas l'hypothèse. Mais bon, en tout cas, dans cette position de croyance, je devrais considérer normalement que, par exemple, je sais pas moi, une pierre tombale, y compris la pierre tombale, l'endroit où est enterré quelqu'un que j'aime, que j'ai aimé, et que je continue à aimer parce que précisément je suis un être irrationnel, c'est-à-dire j'ai beau savoir que s'il n'y a pas d'âme, cette personne a cessé radicalement d'exister, mon inconscient il le sait pas, il continue à la faire exister, et mon imaginaire continue à la faire exister, et je continue à l'aimer. Et justement, l'endroit où cette personne est enterrée, ça devient pour moi une incarnation de cette personne. Je peux même parler à cette tombe, et en tout cas si quelqu'un venait profaner, si on venait écrire inscrire des inscriptions injurieuses, ou quelqu'un vient pisser sur la tombe, ou la briser à coups de marteau, ma conscience a beau me dire mais c'est rien, c'est une pierre qui a été brisée, une pierre. De toute façon, si on attend quelques siècles ou quelques millénaires, elle sera brisée un jour ou l'autre, cette pierre. Ça n'a pas d'importance. Oui, ça c'est ce que ma raison me dit. Mais imaginairement, ça résiste. Imaginairement, ça me fera mal. Il ne suffira pas du désaveu de ma raison et de ma conscience pour que ça cesse de me faire mal. De la même façon que, voilà, quand on aime quelqu'un, on a beau savoir que c'est dans notre regard que cette personne est magnifique, n'empêche que elle l'est, du coup. Notre réalité, c'est qu'elle est magnifique, au sein de notre réalité. Pas tout le temps d'ailleurs, parce que précisément, c'est une trame narrative complexe. Parfois on passe d'un récit à l'autre, parfois elle cesse d'être magnifique. Mais enfin, quand on retombe dans ce récit-là, elle est de nouveau magnifique. Et d'ailleurs, l'intensité du plaisir qu'on va avoir à l'embrasser, est liée à cette importance qu'on accorde, cette importance démesurée. Oui, bien sûr, nous accordons toujours une importance démesurée aux choses. Bon. Et donc, la question, quand la trame narrative est douloureuse, la question c'est comment elle bouge, cette trame narrative. Bon, c'est le cœur de ce qui se travaille en psychanalyse, et d'ailleurs, précisément, j'ai pas de réponse ferme à ça, parce que c'est pas moi comme psychanalyste qui fait bouger, pas du tout. J'en serais totalement incapable, et d'ailleurs heureusement que j'en suis totalement incapable, parce que si j'en étais capable, ça me donnerait un pouvoir démesuré sur l'autre, enfin, ça serait terrifiant. Et ça bouge pas toujours. Bon, disons que c'est un des dispositifs dans lesquels on essaye que quelque chose se mette en mouvement, du côté de cette trame narrative très profonde qui conditionne le rapport de l'individu à lui-même et au monde. Bon. Donc voilà pourquoi, évidemment, cette question de qu'est-ce qui fait tenir un récit pour l'individu, et qu'est-ce qui va lui permettre de le modifier, est une question qui m'a beaucoup travaillé ces dernières années. Il ne suffit pas de dire que nous bâtissons des récits, nous mettons l'existence en récit, mais pourquoi ce récit-là, et qu'est-ce qui lui permet de tenir? Bon. Qu'est-ce qui fait qu'on y croit? Et là-dedans, il y a une place considérable de l'autre et du corps, et qui n'est pas à l'endroit qui est désigné habituellement. Ce qui a été aperçu depuis longtemps, du côté de l'anthropologie. Alors, pour ceux qui sont habitués à mes vidéos, ils doivent se dire, mais il était question de la honte au départ, du sentiment d'obscénité, enfin, quand est-ce qu'il y arrive? Alors, je perds pas de vue, hein. C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, là, ce soir, c'est bien d'essayer de comprendre pourquoi la plupart des individus atypiques et surdoués, enfin, très fortement concernés par la question de la douance, transportent une honte assez importante et qui est pas toujours facilement localisable. Et qu'est-ce qui fait que ça donne un rapport au corps, en tout cas à la mise en jeu du corps dans la présence de l'autre, qui est souvent difficile. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent si souvent décalé, obscène, à côté de la plaque, enfin,
et que ça vient se cristalliser d'ailleurs très souvent sur un élément du corps sur lequel se focalise le complexe, parce qu'au fond on n'arrive pas à appréhender l'endroit où se situe le malaise. Bon, donc c'est bien de ça que je veux parler. Mais bon, ceux qui sont familiers des vidéos que j'ai faites savent que pour parler d'une chose, je passe toujours par les fondements de cette chose, et que donc voilà, il faut s'habituer à cette forme d'errance. Alors, si on revient à cette question de qu'est-ce qui donne consistance au récit par lequel un individu soutient son existence, l'anthropologie a centré son approche sur la question du symbole. Et en effet, on peut observer que... alors, qu'est-ce qu'on appelle un symbole? De manière assez simple. C'est que finalement, dans ces projections imaginaires qu'on fait, parce que l'être humain fait constamment des projections imaginaires. Une couleur n'est jamais seulement une couleur. Quelle que soit la culture dans laquelle une couleur est toujours associée à tout un tas de significations dans une culture, et puis pour un individu donné. La couleur fait penser à... donc il y a des couleurs masculines, des couleurs féminines, il y a une forme est toujours associée à plein de significations. Voilà, nous associons dans toutes les sociétés que nous avons étudiées, même les choses qui sont absolument vitales, comme se vêtir pour pas crever de froid quand on vit dans un écosystème où l'hiver il fait froid, ou manger. Manger, c'est absolument vital. Même ces choses-là sont prises toujours dans des trames de sens extrêmement complexes. Le vêtement est toujours aussi un véhicule qui permet de signifier plein de choses à la fois, et pas simplement une appartenance sociale. Enfin, bon, le corps est sculpté, il est peint, et manger, c'est jamais seulement reproduire l'énergie du corps, c'est toujours un rituel qui, là encore, engage une quantité de significations suivant ce qu'on mange, suivant avec qui on le mange, suivant comment on le mange, etc. Bon. Donc, nous ne cessons de donner du sens et d'associer tel acte, tel objet à donc un certain nombre de significations, un nombre très élevé. Bon. Et puis, ce mouvement, qu'on pourrait croire aléatoire, il cristallise quand même. Il cristallise des associations qui vont se figer. C'est-à-dire que pour un individu, ou pour l'ensemble d'une culture, tel objet ou tel acte renverra presque automatiquement à une signification assez nette. Tel objet sera masculin, par exemple. La jupe sera féminine, enfin en tout cas dans notre culture. Voilà. Bon, elle sera symbole de féminité. Au fond, le symbole, ce qu'on appelle le symbolique en anthropologie, c'est ce rapport assez, très propre à l'être humain, où disons que l'objet qui va être symbole, il est symbole d'autre chose, donc. Mais il n'est pas simplement un signe, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas simplement à une autre signification, il devient la chose même. Il est un symbole à partir du moment où, quand je m'approprie cette chose, par exemple, je suis persuadé, une part de ma psyché est persuadée que je me suis approprié quelque chose de ce dont cet objet était le signe. Dit comme ça peut sembler très abscon, en fait, c'est tout bête, hein. C'est... si par exemple le blouson de cuir est un symbole de virilité, je crois que j'ai déjà employé cet exemple parce qu'en fait il me parle. Quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir un blouson de cuir. Ça allait chercher dans l'imaginaire quelque chose des films en noir et blanc que mes parents me montraient, où Marlon Brando ou James Dean avaient des blousons en cuir. Bon bref, pour plein de raisons. Voilà. Et évidemment, j'en ai pas eu ni gamin, ni adolescent. Aussi parce que d'ailleurs, j'ai grandi dans un milieu où justement il y avait à la fois une fascination pour ça, et puis en même temps un certain dédain, puis bon, pour plein de raisons. Voilà, pas de blouson de cuir. Et je me souviens encore du jour où, je sais pas moi, j'ai plus 20 ans et quelques, je me suis acheté mon premier blouson de cuir, et où en effet, en le mettant, je me suis senti immédiatement beaucoup plus homme, beaucoup plus viril. Et c'est con, hein, c'est dérisoire. Enfin, en plus, on n'a pas fini d'en parler, ça, du délire qui s'est fabriqué dans toutes les cultures autour de la notion de virilité ou de la notion de féminité. Mais bon, à 21, 22 ans, j'avais besoin de me sentir viril, et en effet, en mettant ce blouson, j'avais beau savoir que c'était qu'un blouson, que j'avais pas changé, moi intrinsèquement, je suis toujours le même individu. N'empêche qu'en mettant ce blouson, je me sentais plus mec.
Voilà, le symbole, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose de l'essence de la virilité est suffisamment associé au blouson pour que désormais ça ait un côté magique, c'est-à-dire que et c'est détaché de toute croyance, c'est-à-dire que même des individus qui par ailleurs ne croient pas aux esprits, ne croient pas aux propriétés magiques de la matière, etc., sont dans le symbolique, c'est-à-dire qu'ils ont beau savoir que c'est absurde, ils se sentent quand même plus mecs avec leur blouson en cuir. Nous sommes tous engagés dans ce rapport-là. Ça, c'est pas une opposition surdoué, pas surdoué. C'est cette fétichisation au fond de l'objet qui en fait un symbole. C'est-à-dire que désormais, il est pas. Alors, l'exemple même, c'est ce qui se passe quand en Suède on brûle des Corans. Les gens qui brûlent le Coran, eux brûlent un bouquin. On pourrait dire mais c'est un bouquin, c'est des pages. Oui. Mais pour les croyants, c'est pas un bouquin, justement. Enfin, c'est un bouquin, mais c'est pas qu'un bouquin. C'est un symbole. Et donc, il y a quelque chose, finalement, de l'essence même de leur religion, ou de leur croyance, ou de Dieu, qui est dans le bouquin. Donc, quand on le brûle, c'est pas simplement juste, c'est dommage, il a fallu couper des arbres pour faire du papier, et on a gâché... Non, c'est bien au-delà. Et... évidemment, on a beau jeu de quand par exemple on est rationaliste et qu'on considère que la religion c'est de la connerie, machin, etc. Enfin avec tout le dédain qu'il peut y avoir, on a beau jeu de dire vraiment les musulmans ils ont pas compris, c'est juste un bouquin. Sauf que c'est ne pas voir que nous fonctionnons tous comme ça, que c'est très humain et que ça dépasse très largement les questions des positionnements de croyances qu'on a, positionnements de croyances idéologiques, enfin conscients. À quoi je crois, à l'existence de Dieu ou pas, à l'existence de l'âme ou pas, enfin bon, on est tous engagés là-dedans, dans ce rapport étonnant aux choses, qui font que les choses sont non seulement des signes, mais ce sont pas des signes neutres de signification auxquelles elles renverraient, ce sont des signes qui deviennent porteurs des choses auxquelles elles renvoient. Et donc, l'anthropologie a assez vite aperçu que les sociétés, les groupes se tissaient autour de symboles, c'est-à-dire pas simplement de récits, oui, de récits, mais de récits qui tiennent notamment par des symboles. Voilà, donc c'est non seulement un groupe tisse une trame narrative, mais invente des rituels, des actes, des objets, des symboles, pour que les individus puissent, en s'appropriant le symbole, au fond, faire tenir le récit. Une autre manière de le dire, c'est que, par exemple, le récit, mettons, national, qui se construit autour de la mémoire de, je sais pas moi, Vercingétorix, Jeanne d'Arc, la Révolution française, Valmy, et les grands écrivains des Lumières, bref, ce récit-là, puis Jules Ferry, puis machin, etc. Ce récit-là, comment il va s'incarner, dans quel symbole il va s'incarner? Il va s'incarner dans les fêtes républicaines, dans les monuments de la République, il va s'incarner dans les décorations, la Légion d'honneur, les palmes académiques, etc. Enfin, et tous les titres qui vont permettre, par exemple, aux fonctionnaires ou aux commis de l'État de sentir que quelque chose de la République s'incarne en eux. Enfin, bon, voilà. Et jusqu'au fait que quand on a une décoration de l'État, une Légion d'honneur, on a une petite rosette, c'est-à-dire que c'est jusqu'à la matérialité de la rosette qu'on épingle à son veston pour pouvoir se raconter que voilà, on est un digne fils ou fille, une digne fille de la République. Bon. Sauf que en général, la réflexion s'arrête là. C'est-à-dire que y aurait donc des symboles, des statuts, qui seraient en définitive ce qui permet aux gens de tenir. Ce qui ferait du sens, ce sont ces symboles et ces statuts. Et ils seraient réactivés de temps en temps par des grands rituels, des cérémonies, et ils cristalliseraient d'une certaine manière le récit qui agit en trame de fond. Sauf que c'est très exactement là qu'est venu se loger mon interrogation, mon doute, ma fragilité,
que j'ai expliqué depuis comme une manifestation, sinon même la source au fond de ce qu'est cette fichue question très mal nommée de la douance. Donc j'ai passé mon analyse, toute ma psychanalyse, la mienne, à soulever cette question, mais comment ils font pour y croire? Alors ils, c'était les autres, hein, c'était les gens normaux, je me sentais un peu fou, il me manquait quelque chose. Et le Y dans y croire, à quoi croyait-il? Bah, justement, au symbole. C'est-à-dire que, alors c'est pas que moi je n'y croyais pas du tout, mais j'y croyais quand même beaucoup moins qu'eux. Je me demande d'ailleurs si c'est pas aussi pour ça, peut-être. Enfin, en même temps, c'est un raccourci, mais c'est peut-être pour ça que je suis resté non-fumeur. Pour l'anecdote, hein. Parce que j'ai essayé 2 fois de fumer. Et j'y ai pas assez cru. La première fois, c'était à 13 ans, avec un copain au fond d'un verger, et très clairement, fumer, enfin le paquet de clopes qu'on avait piqué et qu'on allumait pour crapoter dessus, c'était vraiment très clairement pour se sentir John Wayne. Enfin, on avait 13-14 ans, et c'était pour qu'on ait des épaules comme ça, et qu'on devienne des super cow-boys. Et je me souviens très bien que j'y ai pas cru. Enfin, j'étais là, en train de tirer misérablement sur la clope, et j'arrivais pas à y croire. Un petit peu, c'est-à-dire, je pouvais jouer 2 minutes avec ça. Mais j'arrivais tellement pas à y croire que restait juste le mauvais goût de cette clope, parce que c'est quand même pas très bon. Et bon, voilà, ça marchait pas assez pour que je continue. Ça veut pas dire que y a pas des choses qui peuvent marcher pour moi, mais justement, autant certaines choses peuvent me marcher quand c'est mon rêve, quand ça me parle vraiment, alors oui, ça je peux même rêver beaucoup plus que n'importe qui, et puis tenir à un objet beaucoup plus que n'importe qui, mais disons que voilà, le récit finalement, le récit collectif selon lequel bah quand on fume, on devient un vrai mec, celui-là j'arrivais pas, ça marchait pas. Bon, pour l'anecdote, j'ai essayé, juste parce que c'est marrant, j'ai essayé une 2e fois, vers 19 ans, j'ai essayé à la fois de devenir insomniaque et fumeur. Donc pour plein de raisons, je trouvais ça, disons, c'était chic d'écouter du jazz à 3 heures du matin en n'arrivant pas à s'endormir et en tirant sur sa clope, en ayant des pensées très profondes. Mais c'est pareil, j'y ai pas cru. Je me suis trouvé ridicule en grand intello de gauche, poète tourmenté, etc. Puis je suis pas arrivé à devenir insomniaque. Je m'endormais comme un con, et puis la clope elle était toujours pas bonne. Donc bref. Donc, bon, en tout cas, ce décalage-là m'a peut-être sauvé de la clope. Bon, c'était juste pour m'amuser avec cette anecdote-là. Mais toujours est-il que plus douloureux, parce que à la limite être non-fumeur, plus douloureux, c'était la façon dont je voyais que la plupart des gens autour de moi avaient l'air de se construire autour de statuts, autour de signifiants. Être juriste ou être philosophe. Enfin, par exemple, ils choisissaient de faire de la philo, pas tellement parce qu'ils adoraient la philo, ils avaient pas l'air d'adorer, justement. Mais en revanche, pouvoir dire je suis philosophe, là, il y avait un truc. Et c'est cette sidération que je continue à avoir quand je vais dans un endroit où les gens ne font que s'étourdir autour d'un statut. Statut d'ailleurs qui non seulement si possible un titre qu'ils nomment, mais qu'ils mettent en scène constamment par leur costume, par leur manière de marcher, par leur manière de s'habiller, etc. Bon. Ce colloque de psychanalyste, par exemple, où tout le monde va jouer au psychanalyste, dans la manière de placer la voix, dans la manière... Bon. Et donc j'étais là, à 20 ans et quelques, en train de me dire, mais comment ils font pour y croire comment ça marche, ce truc? Et finalement, c'est parce que j'arrivais pas à suffisamment y croire moi-même, que justement cette question a continué à me hanter, et que ça n'a pas suffi pour moi comme réponse à qu'est-ce qui fait tenir les récits? Ah bah les symboles et les rituels autour des symboles. Parce que précisément, comme pour moi ça marche pas, l'explication n'était pas suffisante. Et ce qui me semble aujourd'hui,
et qui permet d'ailleurs de rejoindre une interrogation qui en anthropologie est un endroit assez mal théorisé, ou assez énigmatique, autour de la question du rituel et de la ritualisation, c'est-à-dire que en anthropologie, beaucoup d'anthropologues ont étudié les grands rituels. Bon, aussi parce que c'est plus fascinant. Enfin, quand on va vivre avec une peuplade au fin fond de l'Amazonie ou de la Papouasie, les grands rituels d'initiation où il y a de la musique, des chants, des scarifications, bon, c'est évidemment très fascinant et très tentant, et à juste titre, et il s'y passe plein de choses. Et donc il y a eu toute une théorie du rituel, des théories du rituel, puisque là encore il n'y a toujours pas de consensus sur à quoi ça sert exactement un rituel, mais enfin bon, ça a été théorisé depuis un siècle et demi, les ethnologues et anthropologues ont beaucoup théorisé la question du rituel. Mais on ne peut pas ne pas s'apercevoir, et un certain nombre de sociologues et d'anthropologues ont aperçu que finalement chaque geste quotidien, chaque situation quotidienne était elle aussi d'une certaine manière très ritualisée. Même quand c'est pas un grand rituel sacré, etc. Finalement, il y a une ritualisation, les gestes s'accomplissent de la même manière, les échanges de paroles s'accomplissent de la même manière. Et donc il y a bien une sorte de ritualisation de la vie quotidienne, de la vie non sacrée, de la vie profane, absolument constante. Et c'est pas si simple d'articuler les deux. Est-ce qu'on appelle ça aussi rituel? Est-ce que ça joue la même fonction? Bon. Et en tout cas, là, c'est centré aussi une partie de ma réflexion, parce que précisément, avec le « mais comment ils font pour y croire ?» il y avait aussi le « mais comment ils font pour accepter de faire du quotidien ce truc si répétitif qui se reproduit toujours de manière identique à lui-même, avec ces discussions qu'on peut anticiper, cette manière d'être qui est toujours la même, ce groupe de copains où c'est toujours les mêmes qui vont faire les mêmes blagues au même moment, et tous les autres qui vont faire semblant de rire de la même manière. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'attrapait et ça m'angoissait d'autant plus que, n'arrivant pas à entrer dans ce jeu-là, je le vivais au contraire comme très suffocant, puisque ça me donnait l'impression d'un temps vide, d'un temps circulaire qui se reproduit à l'identique, et où finalement les individus ne se rencontrent jamais, et où il n'y a pas de sens. Il y a juste un truc qui tourne en rond. Il y a des paroles qui sont échangées, et parce qu'elles sont toujours les mêmes, elles ne véhiculent pas d'informations nouvelles. Donc je me disais, mais pourquoi ils parlent? Bon, des choses que j'ai déjà évoquées dans un certain nombre de vidéos, que j'ai évoquées dans mes bouquins. Et tout ça s'est articulé dans ma réflexion autour de l'idée que finalement le symbole, alors c'est quelque chose, disons, dans le bouquin, pour les lecteurs, on avait déjà posé comme hypothèse fondamentale que le récit par lequel, ce qu'on appelait le récit par lequel l'individu donne sens à son existence, était remis en jeu à chaque interaction, à chaque moment. C'est une hypothèse absolument fondamentale qui nous a permis justement de développer cette théorie de l'intelligence. Donc ça, on l'avait déjà posé. Le fait que, quelle que soit la tâche qu'un être humain accomplit, il est toujours, en plus d'accomplir cette tâche, en train de refonder le récit par lequel il soutient sa propre existence face à l'angoisse qui menacerait de le dévorer. L'angoisse existentielle, voilà. Le savoir de sa solitude, le savoir de sa mort, le savoir du passage du temps. Bon. Mais on le voyait juste comme une remise en jeu du récit. Bon. Et ça s'est affiné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis assez convaincu du fait que le symbole, le titre, les galons là pour le militaire, voilà, les épaulettes, les médailles, etc. Les statues, tous ces symboles ont une inertie quasi nulle. Ce que je veux dire par une inertie quasi nulle, c'est qu'ils tiennent pas du tout par eux-mêmes, et qu'il suffit pas qu'ils soient réactivés de temps à autre dans des grandes cérémonies. Qu'en effet, sans doute, ils sont réactivés à chaque instant. Et alors la question, c'est donc par quoi? Par quoi sont-ils réactivés? Qu'est-ce qui permet de réactiver le symbole, de le faire exister, de le faire tenir pour l'individu? Qu'est-ce qui lui permet d'y croire, au fond, à la petite rosette de Légion d'honneur qu'il porte? Qu'est-ce qui permet au général de croire à l'étoile qu'il a sur ses épaules et sur son képi?
et de continuer à y croire. Et là, tout d'un coup, il y a en effet une solution qui m'a été apportée par cette extrême ritualisation de la vie quotidienne. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, que c'est un éprouvé qui passe par le corps, qui passe par cette chorégraphie très fine, justement, des corps et des interactions des corps. Alors, l'exemple qui me permet d'incarner ça de façon très nette, c'est un exemple que j'ai déjà utilisé dans une ou deux vidéos, donc désolé pour ceux qui auraient déjà vu, enfin je crois que c'est dans une interview que j'en ai parlé, et c'est l'exemple de l'institution militaire. Celui-là m'a intéressé parce que c'est justement une institution qui non seulement ritualise énormément, le met en avant, mais aussi est traversée par des symboles très explicites. Donc c'est une sorte de laboratoire d'expérience vraiment intéressant. Parce qu'effectivement, un lieutenant, un capitaine, un colonel, un général, ça se voit. Ils n'ont pas le même uniforme. Ils ont une barrette, deux barrettes, trois barrettes, une étoile, deux étoiles. Enfin bon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand un général traverse la caserne, se rend d'un point A à un point B dans un espace militaire? Il va y avoir une ritualisation à l'extrême de la moindre interaction sociale. C'est-à-dire que tous les gens qu'il va croiser, et même s'il en croise 50, et même s'il les croise 50 fois dans la journée, vont claquer des talons et vont le saluer selon un code voilà, très précis, vont se raidir et vont prononcer une formule, mon général, mon général, mon général. Et comme ça, hein, c'est pas mon général, oh salut général. Non, c'est mon général, mon général, mon général. Et le général lui-même va incliner un peu sa tête, voilà, il va y avoir une consistance physique par laquelle il répond, et il va continuer. Et en fait, plus ça va, plus je suis persuadé du fait que c'est au fond dans le corps que ça se passe, enfin dans le corps, dans le lien entre le corps et l'imaginaire. C'est-à-dire que le symbole sert à être incarné vraiment. Qu'au moment, par exemple, où le général, seul chez soi, s'avachit dans un fauteuil, et c'est bien la raison pour laquelle finalement, même dans l'espace intime, un truc qui me sidérait, justement, c'était parce que ce jeu que les gens jouent, s'ils ne le jouaient que dans le milieu professionnel, on pourrait se dire, par exemple, une certaine chorégraphie, c'est la manière d'entrer en interaction avec les autres, c'est le prix à payer pour être en interaction dans tel milieu professionnel. Voilà. Dans la réunion des business exécutifs, il faut jouer au business exécutif, dans la réunion des juristes, il faut jouer aux juristes, etc. Dans la réunion de psychanalystes, il faut jouer aux psychanalystes. Bon. Mais si c'était ça, et que les individus n'étaient pas dupes du jeu, enfin, voilà, c'est la danse qu'on fait ensemble. Alors bien sûr, dès qu'ils ne seraient plus en présence des interlocuteurs, il cesserait d'opérer cette danse. Mais précisément, une des choses qui me hérissait quand j'en ai fait la découverte, c'était à quel point même dans les espaces intimes, entre amis, dans un dîner tranquille, enfin même dans le couple, les gens continuent la plupart du temps à jouer leur rôle, ce même rôle. C'est comme s'il fallait tout le temps qu'ils soient en train de dire voilà qui je suis, voilà qui je suis, voilà qui je suis, voilà qui je suis, plus exactement, voilà quel est mon statut, voilà à quel groupe j'appartiens, tout le temps, et que presque le parler pour eux, agir, ne servait qu'à mettre ça en scène et le remettre en scène éternellement dans tous les espaces. Et finalement, y compris au fond, très souvent quand les gens sont seuls, c'est-à-dire que dans leur manière d'engager leur corps, de marcher, d'aller se doucher, d'aller aux toilettes, finalement, il y a une certaine incarnation, il y a une certaine manière de marcher, une certaine gestuelle qui leur permet quoi? C'est-à-dire que je suis persuadé en effet que ce général, si même dans l'espace intime, il continue à se tenir très droit, il continue à avoir des gestes assez saccadés, que sans doute quand il prend un objet, il le tient assez fermement, que même il y a une certaine crispation du visage, enfin il y a il est pas tout mou comme ça, non. Voilà, il y a raideur. Parce qu'en fait, quand on se met comme ça, on sent bien quelque chose. Alors, c'est aussi, évidemment, ce qui m'a amené à ces réflexions, c'est aussi la pratique du théâtre, bien sûr. C'est-à-dire que le fait que, quand sur un plateau, le comédien se met dans un certain état corporel,
ça engage immédiatement tout un imaginaire, ça engage une perception de soi, c'est pas simplement une disposition du corps. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, mais la clé est sans doute là, c'est-à-dire que finalement, le symbole, ce à quoi il sert, au fond, c'est à tout un jeu de l'imaginaire qui est permis par une certaine manière d'engager le corps dans le moindre acte. Si c'est le cas. Alors, du coup, avec les personnes avec lesquelles je réfléchis, on s'est dit que le symbole fonctionnait comme ce qu'on appelle en physique une structure dissipative. C'est un terme de thermodynamique. L'idée, c'est qu'une structure dissipative, c'est une structure qui dissipe tellement d'énergie qu'elle a besoin constamment d'un afflux d'énergie pour continuer à exister. Une tornade, apparemment, est une structure dissipative. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'énergie constant pour que la tornade puisse continuer à être une tornade. Alors, ça a plein d'implications. Ça a comme implication notamment le fait que si en effet c'est cette danse des corps qui permet à chacun de se soutenir, de soutenir les symboles par lesquels tiennent les récits, par lesquels l'individu tient debout face à ce qu'on a appelé le savoir sidérant, c'est-à-dire face à la conscience de la mort, la conscience du temps, la conscience de la solitude, de l'infinité de nos solitudes, alors ça veut dire qu'à chaque instant, cette mise en jeu des corps et cette danse est en effet d'enjeu vital. Ce qui suppose que on ne peut pas comprendre, par exemple dans une optique sociologique, mais tout aussi bien dans une optique psy, on ne peut pas comprendre l'interaction entre 2, 3, 4 individus si on ne prend pas en compte cette dimension-là. Donc il y a un enjeu là qui est un enjeu épistémique, un enjeu de connaissance. Parce que si le symbole avait de l'inertie, s'il tenait tout seul, quitte à être réactivé de temps à autre, le symbole fonctionnerait comme fonctionne l'essence pour une voiture. C'est-à-dire que la voiture a un réservoir. Si on veut, c'est vraiment une considération épistémologique, c'est-à-dire si on veut comprendre ce qui explique les mouvements de la voiture, quelqu'un fait, je sais pas, Paris-Lyon, et on veut comprendre les mouvements de la voiture. Pourquoi, à certains moments, elle tourne à gauche? Pourquoi elle tourne à droite? Pourquoi elle ralentit? Pourquoi elle accélère? Le fait que la voiture ait besoin d'essence va être un paramètre négligeable l'essentiel du temps. C'est-à-dire que ça ne sera pertinent que quand elle est au bord de la panne. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le réservoir est à peu pas loin d'être vide et que le conducteur décide de remettre de l'essence dans le réservoir, alors en effet à ce moment-là, pendant les quelques minutes où il va quitter l'autoroute pour entrer dans une aire, puis aller se mettre exactement à l'endroit qui lui permet de foutre de l'essence dans sa bagnole, etc. Là effectivement, on ne pourra expliquer les mouvements de la voiture pendant ces quelques minutes que par la nécessité de remplir le réservoir. Mais une fois que le réservoir est plein, les 500 km qui suivent, c'est un paramètre négligeable. On peut considérer que voilà, c'est bon, ça roule tout seul. Et c'est comme ça que la plupart que l'essentiel des sciences humaines a considéré finalement le rapport des individus aux angoisses existentielles. Avec l'idée qu'il y a des modes de défense, et notamment des modes de défense autour justement des statuts, des symboles, des récits, qui sont de temps en temps réalimentés, mais une fois que le mode de défense fonctionne, une fois qu'on arrive à écarter les pensées trop angoissantes, voilà, ça tient un certain temps. Et donc, alors ça a une conséquence épistémologique fondamentale, absolument fondamentale. Ça a comme conséquence épistémologique le fait que les angoisses existentielles, que ces angoisses, c'est même pas le bon terme, que ce savoir potentiellement sidérant, en fait, c'est cette espèce de truc hallucinant chez l'être humain, de savoir que je vais mourir, que le temps passe, que je suis infiniment seul, que mes pensées n'appartiennent qu'à moi, que les gens que j'aime vont mourir, enfin, tout ça, qui potentiellement nous menace de sidération, de suicide, de dépression, etc., que tout ça, finalement, je mettrai en place des murailles qui demandent de temps en temps d'être fortifiées, mais entre deux moments où je refortifie ces murailles,
cette caractéristique de l'être humain peut être considérée comme facteur négligeable. C'est-à-dire que si je veux expliquer l'interaction entre deux individus, ou les performances cognitives et intellectuelles d'un individu face à un problème, je suis pas obligé de prendre ça en compte. Par exemple, toute l'optique des sciences cognitives, autour du fait que le traitement de l'information dans le cerveau humain est similaire, ou en tout cas que ça peut être un modèle intéressant de considérer l'ordinateur, or précisément la différence avec l'ordinateur, elle est notamment là, elle tient à ça, à l'idée que, disons, appelons-les de nouveau angoisse existentielle, ça existerait, mais ce serait pas un paramètre pertinent pour l'essentiel des actes. Et c'est aussi d'ailleurs toute la pyramide de Maslow est fondée là-dessus, toute l'approche, toutes les approches selon lesquelles on pourrait rabattre au fond l'explication des comportements humains à des besoins matériels objectifs, etc., ou à des mécanismes de sélection. Au fond, finalement, on pourrait expliquer l'essentiel de notre activité cognitive et de notre production d'idées, d'idéologies, de culture, à des mécanismes qui ont à voir avec l'évolution, enfin, et qui sont simplement au fond de la sélection des comportements les plus performants pour faire tenir le groupe et subvenir à ses besoins. Tout ça, ça repose sur l'idée que grosso modo, les angoisses existentielles, c'est un paramètre négligeable, sauf pour les gens trop fragiles. C'est-à-dire que ça n'est un paramètre structurel que pour des gens déprimés, pour des gens qui ne se sont pas construits suffisamment bien, précisément, pour pouvoir mettre ça de côté. Donc c'est décisif, hein, là, le gap. Parce que dans nos hypothèses, en fait, c'est un paramètre essentiel à chaque instant. Et donc les conséquences dans la manière de théoriser, aussi bien sur un plan sociologique, anthropologique, politique, enfin, ou ce qui se passe dans un cabinet psy, sont considérables. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais je n'oublie pas que mon propos premier, c'est la question de la honte. Donc, j'y reviens. C'est-à-dire que, mais en même temps, poser tout ça, ça me permet quand même de poser, y compris pour les lecteurs du bouquin, justement, le cadre un peu affiné, alors à gros traits, hein, parce que bon, voilà, je résume, mais le cadre affiné dans lequel on réfléchit désormais sur un certain nombre de questions. Et bon, alors cette vidéo n'est pas le point de passage obligé pour les prochaines, mais quand même, j'en profite. Et bon, je serai amené à y revenir souvent, mais d'une manière ou d'une autre. Enfin, pour pas que ça m'ennuie, je le réexpliquerai autrement. En tout cas, si on en revient à la question de la honte, à la question de la honte, à la question de l'obscène, à la question de... C'est que justement, si on suppose donc que les individus fortement concernés par la question de la douance, c'est au fond ceux qui n'arrivent pas, alors pour le prendre dans le vocabulaire de notre bouquin, n'arrivent pas à adhérer suffisamment au récit collectif. Mais si on le prend désormais dans cette nouvelle optique, c'est ça, mais ça signifie en fait qu'ils n'arrivent pas à entrer dans la danse. Évidemment. C'est-à-dire que donc, quelque chose, et la danse est à prendre vraiment au sens propre, c'est-à-dire comme manière d'engager le corps dans la relation à l'autre. Je rappelle quand même, et ne serait-ce que ça d'ailleurs, ça devrait suffire à disqualifier énormément de théories des pratiques psy, certaines théories psychanalytiques, mais certaines autres théories. Je rappelle que à chaque instant, quand je suis en train de parler avec mon interlocuteur, son cerveau comme le mien sont en train de traiter des dizaines de milliers d'informations chaque seconde. Et que sur ces dizaines de milliers d'informations, il y a un assez grand nombre, quand vraiment on est dans un acte d'interlocution, quand on est en train de dialoguer, il y a un assez grand nombre qui concerne justement l'interlocuteur. Et que donc, la part, dans l'échange là d'informations, la part de ce qui n'est pas immédiatement porté par le langage et par les significations premières de la phrase, la part du langage corporel, la part de tous ces micro-signes qui passent aussi par les inflexions de la voix, par le moment où on respire, par le rythme, par la scansion, par le placement de la voix, aiguë, grave, etc., dans la poitrine, dans le masque, la part des pauses,
la part du regard, la part des micro-expressions, elle est évidemment immense. Donc, quand on est en train de se parler, on n'est pas en train de se dire un truc, on est en train de se dire des dizaines et des dizaines et des dizaines de trucs, et qui sont perçus inconsciemment. Donc, quand je dis que ça suffit à disqualifier bon nombre de théorisations des sciences humaines, c'est que si on prend pas en compte cette complexité, et qu'on croit pouvoir dire « Ah bah je peux expliquer l'interaction qui a eu lieu entre ces deux individus avec 2-3 principes, en fait il s'est passé ça, ça et ça », c'est d'une candeur étourdissante. C'est aussi pour ça d'ailleurs que dans un cabinet de psychanalyse, quand vraiment quelque chose se passe, au fond, on ne sait pas ce qui se passe. C'est tellement complexe ce qui est en train de se passer que on n'arrivera jamais à le déplier, à en faire une cartographie. Et alors, si on suppose ça, et qu'on suppose que quelque chose de cette chorégraphie, donc, de cette danse des corps, dans la manière de se saluer, dans la manière de parler, dans la manière de se raconter en permanence qui on est, d'où on parle, et finalement de rebâtir incessamment pour chacun les symboles qui les tiennent debout et les récits, et justement de réinscrire le récit singulier de chacun dans des récits collectifs à partir duquel ils peuvent converger, à partir duquel ils peuvent se donner l'impression d'être dans un même monde, et ils peuvent du coup communier. Si on se dit que c'est un enjeu absolument essentiel de la moindre interaction sociale, évidemment que celui qui n'adhère pas de cette façon-là au récit collectif, qui est à distance des récits collectifs, à distance, ça veut pas dire qu'il n'y croit pas du tout, et qu'au fond il parvient pas complètement à s'y inscrire comme les autres. Ça se traduit corporellement dans le fait qu'il n'entre pas dans la danse. Sa danse, à lui, parle d'autre chose, qu'elle est forcément maladroite au regard de la danse des autres. Mais si c'est un enjeu vital et existentiel pour chacun, ça veut dire qu'à cet endroit, ce qu'il est en train de véhiculer comme signification est extrêmement perturbant pour les autres, et que c'est par le corps aussi qu'il est perturbant. Et, alors, on est en train d'y arriver. C'est-à-dire que, alors une autre manière encore de l'approcher, cette question de la honte, c'est la question du monstre. Tout récit, toute culture fabrique du monstre. Ce que j'appelle le monstre, là, c'est précisément, au fond, cette créature, cette chose, cet objet, cet acte, qui n'est pas appréhendable par le récit par lequel on donne du sens aux choses. Récit par lequel on soutient sa propre existence, donc c'est pas n'importe quel récit. Le monstre, c'est ce truc sidérant. C'est ce truc qui, par sa simple existence, menace le récit lui-même. Alors d'une culture à l'autre, ça varie complètement. Si on est dans une communauté viking, c'est l'exemple que j'emploie parfois, le monstre, c'est pas l'être humain qui prend du plaisir à violer les femmes, à éventrer les femmes enceintes ou à envoyer des bébés contre les murs. Que dans l'ivresse guerrière, on fasse des choses comme ça, qu'on défoule ce type de pulsion dans la guerre, c'est normal, ça fait juste un bon guerrier. C'est pas ça qui est monstrueux. Ça peut éventuellement être réprimandé si ça va trop loin, mais c'est pas monstrueux. C'est justement la différence entre la réprimande envers quelque chose qui est encore identifiable, c'est-à-dire ça ne menace pas le récit. C'est considéré comme mauvais, mais ça ne menace pas le récit. Donc quand l'enfant reçoit cette réprimande, elle n'est pas du tout aussi insécurisante, parce qu'il est reconnu à cet endroit-là. Reconnu comme ayant fait quelque chose de pas bien, mais il est reconnu. Dans le regard de l'autre, il ne voit pas de la sidération. Il voit qu'il a une place, et il peut se penser par rapport à cette place. Le monstre, c'est cet objet qui n'est pas appréhendable, parce qu'étant donné ce que cette culture s'est racontée à elle-même, ça colle pas. Un être humain peut pas être ça, il peut pas faire ça. Il peut pas dédaigner les dieux de cette façon, par exemple. Ou il ne peut pas être homosexuel. Ou il ne peut pas prendre du plaisir à commettre des meurtres, ou etc. Et d'une culture à l'autre, donc encore une fois, ça change. Mais donc, toute mise en récit de l'existence a ses angles morts, et le monstre, c'est l'individu qui vient se loger dans ces angles morts. Et donc le monstre menace le récit lui-même. Donc il faut absolument il faut le mettre à mort. Enfin,
C'est une horreur. Et évidemment, je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que si on définit comme surdoué, encore ce terme catastrophique, hein, j'en ai marre d'ailleurs, j'en ai pas d'autres, et comptez pas sur moi pour appeler ça des zèbres. Donc si on définit comme surdoué l'individu qui construit sa trame narrative singulière dans une assez grande distance avec la trame narrative proposée par les récits collectifs, bah, il y a forcément des endroits où précisément il va venir se loger en un lieu qui n'est pas identifiable au sein de ce récit et qui menace ce récit. Et ça va se passer aussi du côté du corps. Quelque chose donc auquel la plupart de ces gens sont forcément habitués, c'est le fait de créer du malaise à un endroit qui n'est pas facilement identifiable, parce que précisément les autres ne l'identifient pas non plus. Précisément, c'est sidérant, c'est monstrueux. Donc, même les explications qu'ils peuvent fournir, elles ne marchent pas. Ça échappe. Et à ça, je vais ajouter l'obscène. L'obscène, c'est-à-dire ce qui ne devrait pas être en scène. Qui a à voir avec toutes les explications que je viens de donner, mais qui a à voir avec aussi autre chose. Avec le fait que ce par quoi une trame narrative va nous soutenir, c'est quelque chose de l'ordre au fond de la jouissance qu'on va éprouver, aussi bien dans le corps que dans l'imaginaire, à incarner quelque chose d'une trame narrative. Et cette chorégraphie dont je parlais, cette danse des corps, minutieusement réglée, où les juristes vont se comporter de cette manière-là, etc. Elle codifie la façon dont le corps doit être engagé. Elle n'interdit pas nécessairement qu'il y ait du pulsionnel, mais même le pulsionnel, il doit être circonscrit assez rigoureusement. C'est-à-dire que, par exemple, on admettra tout à fait que monsieur le juriste, qui d'habitude est posé, etc., si c'est un fan de foot et qui regarde un match de foot, à cet endroit-là, il peut... Ouais, voilà. Tout d'un coup, il y a de la pulsion. Comme d'ailleurs dans la sexualité, il peut y avoir de la pulsion. Mais en des endroits bien délimités. Et il peut y avoir des décharges pulsionnelles très fortes, mais tant que c'est dans le bon cadre, dans le bon lieu, dans le lieu qui est fait pour ça. Mais parce que, non pas qu'il a appris à ne pas jouir, mais que sa jouissance, elle est ailleurs. Sa jouissance, elle est précisément dans le fait de tenir le statut, de tenir la posture, d'entrer dans la danse. Pour celui qui n'arrive pas à entrer dans la danse, celui-là a besoin d'une jouissance beaucoup plus forte parce qu'elle n'est pas soutenue par les autres. Donc, évidemment, ce que je suis en train de désigner là, c'est tout simplement... peut-être que je ne fais que théoriser ma propre névrose. Je théorise ce qui se passait quand j'arrivais dans une salle de classe, et je voyais que les autres... Mais encore aujourd'hui, c'est une réunion de parents d'élèves. J'en ressors en ayant envie de mourir. Pourtant, c'est une fois par an, et encore, j'y vais pas toujours. Mais l'espèce de jubilation de tous ces adultes dans une salle de classe où on sent bien que, à la fois, le prof ou la prof va jubiler la plupart du temps de sa position de professeur pour expliquer avec le ton qui va bien, etc., des trucs qui en plus sont en général d'une platitude. Bon, je préfère ne pas trop m'étendre là-dessus, y compris pour pas créer des ennuis à mes enfants. Et la plupart des parents qui vont finalement être très contents d'être en position d'élève, de bien prendre des notes, bien pour montrer qu'ils sont bien appliqués et que grâce à eux, leurs enfants vont être aussi bien appliqués. Et d'ailleurs de poser des questions comme quand ils avaient 12 ans. Et est-ce que le mardi, ils devront apporter leur manuel? Ah bah oui, c'est très important. J'ai envie de dire, mais enfin, le mardi, de toute façon, ils vont somnoler, parce que je t'écoute. C'est déjà chiant de t'écouter là, j'imagine bien, qu'ils aient le manuel ou pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On pourrait pas discuter de choses essentielles, pour de vrai. Voilà, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour qu'ils soient vraiment passionnés par l'histoire ou par l'anglais? Non. La question c'est, oui, alors, le mardi, il faudra qu'ils apportent le manuel. Mais pas le jeudi. Ah oui, voilà. Bon. Et, en fait, cette jubilation qui se sent là, à l'œuvre, chacun tient bien son rôle. Justement, je suis toujours tellement allergique que dans des lieux comme ça, je cherche frénétiquement
où je vais pouvoir, moi, trouver ma jubilation? À quel endroit va pouvoir y avoir du sens? Mais du coup, avec une énergie qui est aussi un peu celle du désespoir. C'est-à-dire que, puisque le monde n'a pas de sens intrinsèque, il faut en construire un à chaque fois. Il faut que ce soit passionnant. Et passionnant, c'est pas froid. Ça aussi, d'ailleurs, justement, ça fait partie des choses qui m'ont sidéré. De voir la manière dont des gens peuvent croire que quand ils disent « Oh, c'était bien, hein, on s'est éclaté ». J'ai envie de leur répondre « Mais non, je vois bien dans ton corps que tu t'es pas éclaté. C'est pas vrai. Enfin, si tu t'étais éclaté, tu dirais « Putain, c'est génial, on s'est vraiment éclaté. Il y aurait quelque chose là. » Non. Ah ouais, non, vraiment, on s'est éclaté. Alors que les corps ont exprimé de l'ennui tout du long. Oh, un peu. Voilà, c'était chouette, quoi. Chouette, au mieux. C'était tiède. Oui, c'était tiède. La jouissance n'est jamais très forte, mais elle est constante. Elle est constante parce qu'elle est soutenue par tout le groupe. Et donc celui qui a besoin, lui, au contraire, de vraiment s'éclater pour de vrai, parce qu'il se sent, au fond, lui, il se sent sur un fil de funambule. Il n'est pas soutenu par tout un monde, par tout un groupe. Donc il doit inventer une danse sauvage. Celui-là est dans un rapport où le caractère pulsionnel se voit beaucoup plus. Et donc évidemment, il est régulièrement indécent. Indécent, obscène, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là, d'une jouissance qui est très vite ramenée à de l'intime ou du sexuel qu'on ne saurait voir. Et c'est l'ensemble de tout ça qui produit très fréquemment, chez des gens fortement concernés par la douance, des hontes très profondes, qui sont d'autant plus difficiles à déraciner qu'elles cherchent leur objet, sans arriver à l'identifier. Alors, évidemment, là, je suis en train de poser une explication générale, et ensuite, évidemment, dans chaque histoire, ces hontes, elles s'inscrivent aussi, évidemment, dans l'histoire de l'individu, dans la relation avec aussi bien ses parents, enfin ceux à qui il s'est identifié, dans mille choses. Donc, une fois qu'on a posé cette explication générale, on n'a encore rien fait. Et comme d'habitude d'ailleurs, parce que justement, la conscience ne suffit pas, ça ne donnera à ceux qui ont regardé cette vidéo aucun outil concret pour faire la paix avec eux-mêmes et se débarrasser de ces hontes. Même dans le cas où mes hypothèses sont justes, où elles sont pas juste l'élucubration, c'est toujours possible, hein, voilà, je les propose, je dis où j'en suis de ma réflexion. Mais même dans le cas où elles seraient justes, avérées, et qu'on en prendrait pleinement conscience, tout le travail reste à faire. Bon, c'est aussi pour ça que je suis psychanalyste et pas simplement philosophe. Parce qu'au fond, précisément, et d'ailleurs, ce travail ne pourra pas être fait seulement dans un cabinet de psychanalyse. C'est-à-dire que parce que ça met en jeu le corps, c'est aussi pour ça que certains espaces sont si précieux. Espaces de théâtre, de danse, quand c'est pas un espace de carnage, ce qui est malheureusement très rare. Mais évidemment que dans des espaces où on va pouvoir engager le corps, quand enfin on peut engager le corps de manière sécure, avec d'autres, il y a quelque chose qui va pouvoir réparer là des blessures essentielles. Bon, voilà, donc malgré tous les détours, on est quand même revenu à la question initiale. Et comme à mon habitude, je vous laisse plutôt sur beaucoup plus de questions que de réponses. Mais c'est aussi là que les choses sont amusantes. Donc, à bientôt.